Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux à vous connecter pour assister à ce webinaire intitulé Travailler en mode agile, l'objectif étant de présenter les fondamentaux de l'agilité. Je m'appelle Mathieu Remy et je suis notamment coach agile chez Expertime. Allez, c'est parti. Alors, pour ce webinaire, les objectifs que je vous propose, c'est déjà de revenir un peu sur la gestion de projet traditionnel pour replanter le décor, découvrir la petite histoire du manifeste agile, d'où ça vient l'agilité telle qu'on l'entend aujourd'hui, s'imprégner des valeurs fondamentales de l'agilité, appréhender les principes de l'agilité dans différents contextes, comprendre ce qui change avec la démarche agile et dans quelle situation elle s'applique le mieux, s'intéresser aux bonnes pratiques inspirées par l'agilité et vous permettre de poursuivre vos recherches de votre côté ou d'identifier des thèmes pour de prochains webinaires. Et puis, on essaiera de garder quelques minutes pour répondre aux questions que je vous invite à formuler à travers l'interface de GoToWebinar qui vous permettent de poser vos questions tout au long du déroulé. Et puis, à la fin, comme je disais, on va tâcher d'y répondre, en tout cas, au maximum de questions. Alors, petit retour rapide sur la gestion de projet classique. Ce qu'on entend par projet, à partir du moment où on est missionné soi-même ou au sein d'une équipe avec plusieurs autres personnes pour atteindre un objectif donné et obtenir des résultats attendus dans un délai et des moyens contraints, et ben finalement, on est en train de gérer un projet. Donc, ça peut être de différentes tailles, de différentes natures, que ce soit de l'informatique, des ressources humaines ou du marketing. On a tous des projets à réaliser, plus ou moins petits, plus ou moins longs, plus ou moins contraignants. Et on va mettre en place tout un tas d'outils, de méthodes qui vont nous permettre de mener à bien ce projet-là. Et finalement, un projet, ça se résume toujours dans un triptyque autour des délais de mise en œuvre du projet, les coûts de réalisation du projet, et puis la qualité, ou en tout cas le résultat attendu, le produit final. Voilà, donc c'est ce triptyque-là qui est systématique, quel que soit le projet qu'on réalise. Donc l'approche qu'on connaît bien de la gestion de projet, l'approche classique, c'est une approche qui est prédictive. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on a une stratégie qui est connue dès le départ et les bénéficiaires du résultat du projet sont capables de définir leurs exigences dès le départ. Donc ça s'applique bien à partir du moment où on a un contexte et une expression de besoin qui sont a priori stables. Quand on a des projets qui nécessitent d'être approfondis en détail dès le début, parce que notamment il y a des coûts de prototypage qui peuvent être importants, par exemple faire un avion, on ne peut pas se permettre de faire des prototypes en grande quantité parce que ça coûte cher à chaque fois, donc il faut bien travailler en amont et tout préparer en amont avant de pouvoir essayer quelque chose. Et puis il faut avoir une culture, évoluer dans un contexte où on accorde du crédit à cette approche prédictive. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est possible, et tout le monde croit qu'il est possible de prévoir à l'avance combien de temps ça va prendre et combien d'argent ça va coûter. L'avantage, c'est que comme on travaille beaucoup en préparation en amont, on a une vision globale des étapes clés et des livrables dès le départ. Ça permet aussi d'optimiser l'ordonnancement puisqu'on va faire le détail des différentes tâches à réaliser, on va pouvoir voir quelles sont les adhérences entre les différentes tâches, donc on peut vraiment planifier en avance et ordonnancer les travaux au maximum en avance. Et puis, c'est quelque chose qui est absolument compatible avec la plupart des organisations actuelles où la gestion de projet, historiquement, est dans cette démarche-là. Et puis, on a aussi les systèmes d'assurance qualité qui sont alignés par rapport à ce type de dispositif. Voilà. Donc, typiquement, quand il a fallu construire la Tour Eiffel, on a beaucoup travaillé en amont sur le papier avant de pouvoir commencer à poser les premières poutres. L'inconvénient de ce type de démarche, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, ils connaissent bien les inconvénients, c'est que déjà, il y a un effet tunnel, c'est-à-dire qu'entre le moment où on planifie tout, on prépare tout, et puis le moment où on va pouvoir toucher du doigt le résultat, il y a toute la phase de réalisation qui va se passer. Et pendant cette phase de réalisation, les gens travaillent à réaliser, l'équipe travaille à réaliser le projet. Et donc, il faut attendre la fin du projet pour savoir vraiment ce que ça a donné en termes de résultats. Donc, on risque de se rendre compte tardivement qu'on n'était pas forcément dans la bonne direction.
Et on peut s'apercevoir aussi que finalement, ce qu'on a fait, ça ne répond pas vraiment aux besoins des utilisateurs, des bénéficiaires, une fois qu'ils ont le produit ou le résultat dans les mains. On peut s'apercevoir que finalement, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Parce que la valeur qu'on délivre, finalement, elle n'arrive qu'à la toute fin du projet. Et puis aussi, pendant toute cette phase où on réalise, s'il y a des changements de contexte ou si les besoins évoluent, c'est compliqué de faire rentrer ces évolutions-là à l'intérieur du dispositif parce qu'on avait tout réglé au millimètre en amont. Et donc, à partir du moment où on veut insérer du changement, il faut faire des analyses d'impact et en général, ça suppose un surcoût et un allongement des délais. En ce qui concerne les démarches de gestion de projet prédictive, les plus connues, c'est le modèle en cascade, donc qui est un modèle qui date des années 70. Et il y a aussi le cycle en V qui est issu de l'industrie, qui date des années 80. Parfaitement bien adapté, typiquement pour faire des avions, des centrales, etc. Donc, les écueils principaux de ce type de démarche, des projets en général, il y en a deux principaux écueils. C'est en ce qui concerne la définition du périmètre du projet dès le départ, on se rend bien compte que c'est compliqué parce qu'on est dans un monde qui évolue. Et en plus de cela, il y a différents corps de métier, différents profils d'intervenants qui rentrent en action sur le projet et chacun va avoir sa propre interprétation des choses, ce qui donne lieu à ce petit dessin humoristique que vous connaissez peut-être déjà, qui est assez connu, qui montre bien les différences de perception que peuvent avoir les différentes parties prenantes d'un même projet. Également, en général, les clients ont plutôt tendance à vouloir par nature ce qui est impossible. Eux, ce qu'ils voudraient dans le triptyque qualité-coût-délai, c'est un produit de bonne qualité, fait rapidement et pour pas cher. Sauf que ça, c'est pas possible. Il faut toujours trouver un des trois axes sur lesquels il va falloir faire des concessions. Donc, on risque de se retrouver avec un produit qui va être trop cher, ou alors ça va mettre trop de temps à être réalisé, ou alors la qualité ne sera pas au rendez-vous. Quand on fait une étude, il y a Gartner qui réalise régulièrement, le dernier date de 2012, il fait un Chaos Report qui analyse les causes d'échec des projets. Et on se rend compte que dans 70% des cas, soit on est sur un projet qui finalement coûte trop cher par rapport à ce qui était prévu, ou qui la durée s'allonge trop par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, ou alors on a des problématiques fonctionnelles, c'est-à-dire que le résultat attendu ne correspond pas à ce qu'on souhaite faire en réalité. Donc c'est finalement ce triptyque-là, on le retrouve dans 70% des cas d'échec des projets en informatique en tout cas. Alors d'où ça vient l'agilité? Je vais prendre la frise à l'envers. Donc, le plus récemment, et l'agilité telle qu'on la redécouvre aujourd'hui, elle nous vient d'un document qui s'appelle le Manifeste Agile et qui a été écrit en février 2001 au cours d'une réunion de 17 spécialistes du développement logiciel, à l'intérieur desquels on va retrouver les deux fondateurs de Scrum, notamment Jeff Sutherland et Ken Schwaber, donc qui se réunissent à la montagne pour trouver un moyen, définir comment est-ce qu'il faudrait travailler pour ne pas justement répéter ces écueils que je viens de vous décrire. Et donc, ça a donné lieu à la création du Manifeste Agile qui décrit les valeurs et les principes de l'agilité. On les verra un peu plus en détail juste après. Donc voilà, donc ça nous vient là de 2001. Mais sauf que c'est pas si récent que ça. En 91, on avait une méthode qui s'appelait Rapid Application Development, qui déjà était basée sur une structure itérative, incrémentale et adaptative comme ce qu'on appelle l'agilité aujourd'hui. En 88, il y a eu un article qui vient du MIT, qui vient d'une thèse réalisée au MIT par John Krafich et qui s'appelle The Triumph of the Lean Production System et qui là aussi expose un certain nombre de pratiques que l'on range aujourd'hui sous la bannière de l'agilité. En 86, Nonaka et Takeshi de l'Harvard Business School qui déjà faisaient le parallèle entre la gestion de projet et le rugby et qui ont introduit la notion de mêlée, scrum en anglais, en parlant d'ingénierie concurrente. Donc, comme dans une mêlée, il faut faire corps au niveau de l'équipe pour pousser tous ensemble dans le même sens et individuellement, on peut pas y arriver.
Donc voilà, ça c'est un article qui s'appelle The New Product Development Game et qui fait ce parallèle-là déjà en 1986. Et puis dans les années 30 et jusqu'aux années 50, on avait aussi Walter Shewhart qui a développé la théorie des variations et l'analyse empirique, ainsi que William Deming et sa fameuse roue d'amélioration continue PDCA, que vous connaissez aussi peut-être, parce que c'est quand même très répandu aujourd'hui. Donc cette fameuse roue, plan, do, check, act. Je planifie, je réalise, je vérifie, j'en tire les conclusions et je replanifie pour avancer et améliorer continuellement la qualité. Eh bien, l'objectif de l'agilité, c'est ni plus ni moins que de faire tourner cette roue-là le plus vite possible, en fait. Donc, les principes de l'agilité, ils ne datent pas d'hier, et je pense qu'on peut même remonter jusqu'à 4500 ans. Si on revient au temps des pyramides égyptiennes, il y avait déjà aussi une démarche itérative, la logique d'amélioration continue, donc les pyramides avaient une forme évolutive, l'adaptation des retours au terrain, les difficultés rencontrées, et des flux de livraison par petits blocs, hein, c'est le cas de le dire, pour construire les pyramides. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'agilité, finalement, ça n'a pas grand-chose de nouveau. Hein. C'est juste qu'on est en train de la redécouvrir aujourd'hui. Alors, l'agilité, avant tout, c'est un état d'esprit. Vraiment, avant tout, c'est un état d'esprit et ça s'applique à tous les niveaux de l'entreprise. On peut appliquer cet état d'esprit, quel que soit son domaine d'activité. Et donc, à travers le manifeste agile, il est décrit par 4 valeurs, définies par 12 principes. Et sur la base de ces 4 valeurs et de ces 12 principes, finalement, on va déployer un nombre illimité de pratiques dites agiles qui s'inspirent finalement de ces valeurs et de ces principes-là. Et en associant des lots de pratiques, on va retrouver des cadres d'organisation tels que Scrum, l'extreme programming, ou encore une adaptation finalement où on va piocher différentes pratiques qui sont adaptées au contexte dans lequel on se situe pour travailler de manière agile. Voilà. Donc l'idée de l'agilité, c'est qu'il n'y a rien de dogmatique. On est sur un état d'esprit et ensuite, en fonction de ses besoins, en fonction du contexte dans lequel évolue, en fonction de la nature de la mission qu'on a réalisée, on va aller piocher dans les différentes pratiques agiles pour répondre à ces besoins. Alors, je vous propose de passer en revue donc, les 4 valeurs de l'agilité. Elles sont toutes construites selon le même format, c'est-à-dire qu'il y a un premier énoncé plutôt qu'un deuxième énoncé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la valeur du deuxième énoncé, au contraire, hein, on reconnaît toujours la valeur du deuxième énoncé, sauf qu'on va toujours privilégier le premier. Donc la première des valeurs de l'agilité, c'est les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Hein, donc je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas de valeur aux processus et aux outils, hein, ils sont importants, mais on va privilégier et faire passer au premier plan d'abord les individus, les gens, les humains, et leurs interactions. La deuxième valeur de l'agilité, c'est des solutions opérationnelles plutôt qu'une documentation exhaustive. Là encore, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien documenter, c'est important de documenter, mais on va d'abord privilégier le fait de mettre à disposition des solutions opérationnelles. Et ensuite, on verra ce qu'on peut documenter. On ne va pas consacrer trop de temps à la documentation, on verra, je vous donnerai quelques exemples à suivre de cas où on se laisse vite déborder par des problématiques de documentation et au détriment de la production d'une solution opérationnelle, alors que c'est le cœur du résultat qu'on attend. Ce n'est pas des bouquins. La troisième valeur de l'agilité, c'est une réelle collaboration avec le client plutôt qu'une contractualisation des relations. Donc là encore, ça ne veut pas dire qu'on va faire une croix sur les contrats, non, les contrats continuent d'exister, sauf qu'on va tâcher de développer au maximum la collaboration avec le client et de faire rentrer le client dans la démarche du projet. Pas juste comme un donneur d'ordre ou quelqu'un qui exprime son besoin et puis on le revoit à la fin quand on a tout terminé pour voir si ça lui convient ou pas. Non, on va essayer de collaborer avec lui de manière beaucoup plus étroite. Et on peut avoir des contrats aussi qui rentrent en miroir de cette collaboration-là. Donc, on voit des nouveaux business models qui se mettent en place justement pour intégrer la dynamique agile, y compris au niveau contractuel.
Et la quatrième valeur de l'agilité, c'est l'adaptation au changement de contexte ou changement de besoin par rapport au retour qu'on a du terrain, plutôt que le suivi d'un plan. Donc, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas faire de plan, mais à un moment donné, on va se laisser la possibilité de s'écarter du plan, de ne pas prendre le plan comme un ordre impérieux, mais plutôt comme une source d'inspiration et un guide. Mais à un moment donné, quand le contexte change, eh ben on s'adapte plutôt que de s'entêter à suivre le plan. Donc, associés à ces 4 valeurs, il y a donc 12 principes qui ont été formulés dans le manifeste Agile. Le premier de ces principes, c'est que la plus haute des priorités, les 4 premiers principes sont vraiment les plus importants. Donc les autres sont importants aussi, mais les 4 premiers sont vraiment primordiaux. Donc la plus haute priorité dans une logique agile, c'est de satisfaire le client. On est vraiment focus là-dessus. Et donc l'idée, c'est de lui livrer rapidement et régulièrement des briques à valeur ajoutée pour les bénéficiaires. Donc on fait la différence entre le client et les bénéficiaires, mais le but, c'est bien de satisfaire tout le monde et de livrer le plus rapidement et le plus régulièrement possible de la valeur ajoutée pour ces gens-là. Donc ça suppose de se poser déjà la question de savoir qui est son client. Si vous êtes ingénieur d'affaires, votre client, ça peut être le directeur commercial. Si vous êtes directeur commercial, votre client, ça peut être votre directeur général. Et de chercher à connaître quels sont ses critères de satisfaction. Comment est-ce que vous allez le satisfaire? Et essayer de mesurer finalement l'atteinte de ces critères de satisfaction-là. De la même manière, pour les bénéficiaires, il va falloir aussi s'attacher à savoir qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, quels sont les ressorts de leur satisfaction, et essayer de mesurer au maximum l'atteinte de ces critères-là. Et la différence entre le client et les bénéficiaires, c'est que souvent le client, il a lui-même un avis assez éloigné finalement des préoccupations réelles des utilisateurs. Donc c'est important de mettre rapidement dans les mains des utilisateurs des éléments de valeur, des fonctionnalités, enfin quelque chose de produit le plus rapidement possible pour vérifier qu'on rentre bien dans leurs critères de satisfaction à eux, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est pour les utilisateurs. Donc il peut y avoir des enjeux différents entre le client et les utilisateurs, et le but du jeu, c'est de satisfaire tout le monde. Le deuxième principe, c'est d'accueillir positivement les demandes de changement qui représentent un réel apport pour le client, même si elles arrivent tardivement dans le projet. On évolue toujours dans un contexte mouvant, et plus le temps passe, et plus le contexte évolue rapidement. Et un des buts fondamentaux de l'agilité, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à ces évolutions-là. Typiquement, moi, je travaillais sur un projet pour une banque, un grand projet de déploiement d'un ERP, et donc il y avait évidemment, il y a eu des demandes de changement, des évolutions qui se sont produites pendant le projet, et comme on avait beaucoup écrit, fait beaucoup de spécifications en amont, on avait pas mal de littérature pour définir, pour écrire, coucher sur le papier ce qu'on voulait faire et comment on voulait travailler, mais le moindre changement, du coup, ça avait un effet un impact assez fort sur la mise à jour documentaire, avant même de pouvoir vérifier si, au niveau des usages, ces évolutions-là apportaient leur lot de bénéfices escomptés. Ou même de savoir si c'était tout simplement faisable techniquement. Il y avait de toute façon, dans la démarche classique, une première étape qui consiste à mettre à jour la documentation, les spécifications fonctionnelles. Et donc c'est là où on voit que c'est très compliqué dans une démarche classique d'être capable de gérer sereinement ces évolutions de contexte, ces demandes de changement. Alors qu'en Agile, justement, on se met en posture de pouvoir les accepter favorablement avec le moins de difficultés possible. Le troisième principe, c'est de livrer le plus fréquemment possible une solution opérationnelle à travers les cycles les plus courts possibles. Donc, on essaye de mettre en place un mode de fonctionnement qui nous permette d'itérer le plus rapidement possible et de livrer le plus fréquemment possible des éléments constitutifs de la solution finale. Ça nous permet de nous confronter rapidement avec la réalité du terrain. Ça nous permet d'expérimenter au plus tôt des petits morceaux opérationnels plutôt que d'attendre d'avoir terminé un gros bloc et puis de s'apercevoir qu'on était dans l'erreur. Donc vraiment le but, c'est de mettre sur le marché ou dans les mains des utilisateurs le plus vite possible des éléments opérationnels, fonctionnels.
Et là, on retrouve l'intérêt de la philosophie DevOps qui, justement, consiste à fournir les solutions qui permettent justement de raccourcir au maximum ces délais entre l'idée et la fonctionnalité disponible auprès des utilisateurs. Le quatrième principe, c'est d'assurer une coopération quotidienne entre le client, les bénéficiaires ou leurs représentants, et l'équipe projet, ceux qui font, les développeurs, les testeurs, assurance qualité, les business analysts, etc. Il faut réussir à mettre en place une coopération au jour le jour avec le client et les bénéficiaires. Casser les silos, travailler ensemble au quotidien, solliciter les avis et favoriser la compréhension mutuelle. C'est-à-dire s'assurer que tout le monde comprend bien la même chose, qu'on ne soit pas dans le cas de figure de la balançoire sur l'arbre, comme on le voyait au début du webinaire. Et plutôt que de multiplier finalement des assistants, ou ce qu'on peut appeler des assistants à maîtrise d'ouvrage en France, il vaut mieux impliquer directement ceux qui font et leur apprendre à utiliser le bon niveau de langage pour échanger avec les clients et les utilisateurs. Comme ça, on s'évite de multiplier les parties prenantes et on implique ceux qui font, l'équipe de production, ceux qui réalisent le projet, on les met en contact directement avec le client, les utilisateurs au quotidien. Le cinquième principe, c'est d'assurer un environnement adapté, un soutien et une confiance à une équipe motivée. Donc là, on met vraiment l'accent sur les conditions de travail qui sont vraiment primordiales, sur la confiance aussi, le fait de responsabiliser aussi les gens et donc de leur faire confiance. Ça demande aussi un effort sur le droit à l'erreur, le fait de considérer qu'une expérimentation et un échec ne sont pas forcément aussi négatifs que cela puisse paraître, puisque derrière, il y a des enseignements, etc. Donc, c'est le droit à l'erreur. Et donc, c'est leur apporter donc, un soutien, une sécurité, aussi bien sur le plan matériel qu'intellectuel. Le sixième principe, c'est d'utiliser la méthode la plus simple et la plus efficace pour échanger de l'information. Donc, la communication, elle est vitale, puisqu'on est vraiment sur les individus, leurs interactions. Donc, la communication est importante et elle doit être le plus possible en temps réel. Pas à travers des documents interposés ou des livrables interposés, il faut pouvoir échanger verbalement. Alors, l'idéal, c'est d'être colocalisé, de se travailler tous ensemble au même bureau, ce qui n'est pas toujours possible. Et donc, il y a des solutions de communication aujourd'hui qui permettent de recréer finalement de manière virtuelle des environnements de travail partagés et d'échanger en temps réel autour du projet. Et il faut capitaliser le plus possible les conversations qui ont lieu. Donc, il faut enregistrer au maximum ou reformaliser tout ce qui se dit, de manière à ce que les absents qui, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas toujours tort, puissent acquérir quand même l'information, plutôt que ça reste quelque chose entre deux personnes qui se sont parlées et puis tout le reste de l'écosystème n'a pas accès aux informations qui ont été échangées. Donc, il faut vraiment essayer de capitaliser au maximum ces communications-là, les conversations, et ne jamais se dire que finalement, ce qu'on fait n'intéresse personne d'autre que soi ou que le collègue avec qui on est en train d'échanger. Non, ça intéresse tout le monde. Donc, et ça permet du coup d'éviter de réinventer la roue à chaque fois, puisque le fait que l'information soit capitalisée, on ne se repose pas les mêmes questions entre personnes différentes. Tout est déjà, les questions qui ont déjà été abordées, il n'y a qu'à les consulter pour savoir ce qui s'est dit sur le sujet. Le septième principe, c'est de mesurer principalement l'avancement du projet par les briques opérationnelles qu'on a livrées. Alors, on ne va pas mesurer, suivre les tâches une par une, ça n'a aucun intérêt. On va se focaliser sur les briques opérationnelles qu'on a livrées. Et donc, l'idée, du coup, c'est de découper le produit cible en petites briques opérationnelles et d'évaluer la complexité de chacune de ces briques. Et ensuite, il suffit de comparer le reste à faire avec la moyenne de capacité à faire de l'équipe, qui a réussi à livrer en tant de temps tel niveau de complexité. Et avec cet effet d'expérience, on a du coup la possibilité de se projeter dans la livraison des briques à suivre, des briques futures. Donc c'est là la principale différence entre la gestion de projet classique qui fait plutôt de la prédiction et l'agilité qui fait plutôt de la projection. Parce qu'on se base finalement sur un retour du terrain, un vécu de l'équipe.
Donc là où on peut avoir une cinquantaine d'indicateurs de suivi de projets historiques, en agilité, finalement, on peut se satisfaire ne serait-ce que d'un seul indicateur qu'on va appeler un burn-up chart ou un burn-down chart et qui va permettre de suivre finalement et de suivre l'évolution de la réalisation du projet à travers la livraison des briques opérationnelles et de se projeter dans le temps en se disant, bah voilà, dans 4 semaines, on projette de pouvoir livrer telle brique opérationnelle, dans 8 semaines, 12 semaines, etc. Le 8e principe de l'agilité, c'est d'appliquer un rythme de travail qui soit soutenable et constant pour être capable de le maintenir indéfiniment. Donc, on est dans une logique de produit, donc on met en place une équipe qui va gérer un produit et elle est censée gérer ce produit, en tout cas se projette pour être en mesure de gérer ce produit jusqu'à ce que plus personne ne l'utilise. Hein, c'est pas j'ai fini de concevoir le produit, je le transmets à d'autres qui vont s'occuper de l'exploiter. L'équipe elle se projette dans la gestion tout au long du cycle de vie de ce produit-là. C'est important donc qu'elle soit dans un cadre de travail qui soit soutenable et constant pour qu'elle ait le sentiment que ce soit jouable de tenir sur la durée à travailler sur ce projet-là. Travailler sous la pression et être systématiquement en retard, ça n'apporte rien de bon. Et c'est des situations dans lesquelles on arrive à se retrouver assez fréquemment dans les projets classiques, puisqu'il y a les changements qui interviennent, etc. Et donc, assez régulièrement, on se retrouve à être en retard et à travailler sous la pression. Donc, vraiment, dans l'agilité, on évite ça. On évite de générer du stress par rapport au fait d'être toujours en retard. Et donc, l'idée, c'est d'adopter un rythme de travail qui soit raisonnable, de prendre le temps de lever le nez du guidon aussi, prendre le temps régulièrement d'aller essayer de fiabiliser son travail, améliorer la qualité en menant des actions d'apprentissage de fond, en allant regarder ailleurs ce qui se fait, etc. Bref, prendre le temps régulièrement de lever le nez du guidon et de s'enrichir par d'autres moyens que de travailler directement sur le projet en question. Le principe suivant, c'est donc de renforcer l'agilité par l'excellence technique et une bonne conception. Donc, comme je disais, si on ne s'offre pas le temps régulièrement de pouvoir apprendre, pouvoir monter en compétences, pouvoir lever le nez du guidon, bah, on risque d'avoir du mal à atteindre cette excellence technique qui fait partie des principes de l'agilité. Et donc, à partir du moment où on donne à l'équipe le temps de bien faire, quelque part, du coup, elle doit bien faire. Elle ne peut pas rétorquer qu'on ne lui a pas laissé le temps, puisque précisément, on lui a donné tout le temps nécessaire pour pouvoir bien faire. Le 10e principe, c'est de préférer la simplicité et de minimiser la quantité de travail inutile. Donc là, on retrouve un peu la philosophie qu'on appelle Lean, qui est vraiment la chasse au gaspillage, à tous les niveaux. Et d'éviter d'investir du temps dans ce qui n'apporte pas un bénéfice direct au produit ou à l'équipe qui travaille sur le projet. Donc, on va vraiment avoir cet état d'esprit de chercher au maximum à maximiser le temps qu'on investit par rapport aux bénéfices directs que ça va apporter. Si je reviens à mon exemple du Crédit Agricole, finalement, on a quand même passé beaucoup de temps à rédiger des documents, des livrables intermédiaires qui n'apportaient finalement pas vraiment de valeur, que ce soit à l'équipe de développement ou aux utilisateurs encore moins. Et en plus de ça, avec de longs processus de revue, de validation de ces documents. Voilà. Donc ça fait quand même énormément de temps de consacrer pour pas grand-chose en termes de résultats opérationnels au niveau du produit. Avant-dernier principe, c'est de responsabiliser les équipes et de favoriser l'auto-organisation pour qu'elles produisent les meilleures solutions. Donc on va vraiment, en agile, encore une fois, se concentrer sur les individus et leurs interactions et leur donner le mandat de gérer eux-mêmes leur organisation parce qu'ils sont quand même les mieux placés pour définir ce qui est bon pour eux. Donc ça suppose aussi qu'on leur laisse la latitude suffisante pour pouvoir expérimenter un certain nombre de solutions et s'apercevoir que soit c'était une super bonne idée, soit c'était une mauvaise idée, et d'en tirer les enseignements qui vont avec. Ce qui fait aussi qu'on responsabilise l'équipe, on responsabilise les individus, mais ils sont responsables collectivement. C'est-à-dire qu'une réussite
c'est la réussite de toute l'équipe, et puis l'échec, c'est aussi l'échec de toute l'équipe. Donc ça aussi, il y a un effet de cohésion qui est important et qui est de facto à partir du moment où on mandate l'équipe pour être responsable de son organisation et des résultats qu'elle arrive à atteindre. Ça n'empêche pas, au contraire, de se faire accompagner par un coach, un facilitateur, etc., qui va justement les aider à se mettre dans ce type de dispositif et dans ce type d'état d'esprit. Et puis aussi pour gérer l'arrivée des nouveaux collaborateurs dans l'équipe. Voilà, c'est intéressant d'avoir un coach, un facilitateur. Et puis il y a aussi des gens qui ont plus ou moins d'ancienneté, qui peuvent prendre sous leur aile les nouveaux venus pour les accompagner et qu'ils soient membres à part entière de toute l'équipe. Enfin, le dernier principe, c'est d'échanger régulièrement sur les moyens de devenir de plus en plus efficace afin de s'adapter et de modifier son mode de fonctionnement. Donc c'est la fameuse route d'Eming, la Plan, Do, Check, Act, sauf qu'on ne va pas attendre la fin du projet avant de se dire alors comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché, comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Ce qu'on fait déjà rarement au niveau des projets classiques. Là, au niveau de l'agilité, cette question-là, on va se la poser très régulièrement. Toutes les 1 à 4 semaines, on va se dire, on va regarder dans le rétroviseur et ensemble, on va réfléchir sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on doit développer comme action qui marche bien, et au contraire, qu'est-ce qui marche moins bien et comment est-ce qu'on pourrait corriger, et qu'est-ce qu'on met en place sur la séance suivante, sur les jours à venir, pour corriger le tir et voir si la solution qu'on envisage est efficace ou pas. Voilà. Et cette question-là, on va se la poser très régulièrement. Donc voilà pour les 12 principes de l'agilité. Donc si je refais le petit parallèle avec la gestion de projet classique, au niveau de l'approche agile, les prérequis du coup, c'est qu'on ait déjà un client qui soit prêt à s'impliquer et qui soit suffisamment disponible pour intervenir quotidiennement au niveau du projet. Ça ne veut pas dire qu'il va passer ses journées dessus, mais qu'il y consacre au moins un quart d'heure à minima tous les jours. On doit avoir une organisation qui soit flexible sur le périmètre et les fonctionnalités attendues, puisqu'on va livrer par petits bouts. Donc, il faut avoir cette flexibilité-là et ne pas attendre d'avoir tout le bloc, toute la solution finale dans les mains pour accepter de travailler avec. Au niveau de l'équipe qui réalise, il faut que les parties prenantes aient le pouvoir de décision. Donc, on est donné le mandat aux parties prenantes et qui connaissent quand même un minima les processus et l'organisation pour pouvoir justement prendre les décisions en bonne connaissance de cause. Et puis enfin, il faut que l'équipe ait été formée à l'approche agile, à la méthode qu'on a définie ou au set de pratiques qu'on a retenu pour réaliser le projet. L'équipe doit être formée à ça et ne doit pas le découvrir au fil de l'eau petit à petit et se débrouiller avec. Donc ça s'applique bien finalement à partir du moment où on se dit que le périmètre n'est pas forcément bien défini en début de projet ou pas forcément bien définissable en début de projet, ou qu'on sait que ça va de toute façon évoluer avec le temps. Et plus le projet est long et plus le niveau de changement sera important, c'est assez inévitable. Et puis, à partir du moment aussi où le produit peut être fabriqué de manière itérative et incrémentale, encore une fois, faire une voiture, si c'est pour livrer que des roues, bon, ça va aider personne. Donc, il faut que le produit soit adapté à cette manière d'approcher les choses de manière itérative et incrémentale. L'avantage que ça a, c'est que du coup, on évite l'effet tunnel, puisque régulièrement, on va exposer ce qu'on a réussi à réaliser, et on va pouvoir aussi planifier en fonction du vécu. Donc, on est sur une démarche empirique. Donc, il y a quelque chose de plus fiable là-dedans que de prédire à l'avance comment ça va se passer. Là, on est plutôt vraiment sur du réel, du terrain. L'avantage aussi, c'est que le client, du coup, peut adapter, même en cours de développement, le produit par rapport à ses besoins métiers pour apporter une plus grande valeur ajoutée en se disant, tiens, voilà, finalement, on a découvert que telle option, c'est ce qui aidait le plus nos utilisateurs, alors qu'au début, on ne l'avait pas forcément bien identifié. Voilà, on peut, à travers l'agilité, remettre ce sujet-là en tête de liste et que rapidement, on puisse mettre à disposition des utilisateurs cette nouvelle option. On a un pilotage qui est réalisé par les délais et la valeur, et non pas par la qualité.
Et on a des fabricants, donc l'équipe qui réalise, qui ont une plus grande liberté de création, une plus grande part de responsabilité dans le projet. Et je pense que c'est quelque chose d'assez vertueux par rapport aux produits qu'on va livrer in fine. On a quand même des collaborateurs qui sont plus investis, plus motivés. Par contre, l'inconvénient de ce type de démarche, c'est que on est quand même hyper focus sur le produit qu'on doit réaliser, et à être trop focus comme ça, on peut du coup avoir du mal à envisager les processus métiers dans lesquels ça doit s'inscrire, etc. Donc voilà, donc il y a un risque par rapport à ça. Il y a un risque aussi d'avoir des bénéficiaires qui ont du mal finalement à s'adapter au système des livraisons continues, de comprendre que pour l'instant ça fait qu'une partie du boulot et que demain il y aura des nouvelles fonctionnalités qui vont venir s'incrémenter au fur et à mesure. Donc là, sur le plan opérationnel, il peut y avoir besoin d'accompagner les bénéficiaires pour épouser cette façon de voir les choses. Il y a aussi un risque de perte de la vision globale, puisqu'on travaille sur des petits morceaux, etc. Donc il faut veiller à ce que tout le monde garde bien en tête la finalité de ce qu'on veut faire, et toujours soit guidé par cette vision globale. Et puis enfin, comme ça laisse peu de place à la documentation, ça peut engendrer des problèmes en cas de turnover dans l'équipe, s'il y a des collaborateurs à remplacer, ou si on veut finalement transférer la maintenance du produit à un tiers. Voilà, si on n'a pas assez de documentation, ou si le produit n'est pas bien documenté, ça peut poser des problèmes aux nouveaux arrivants ou à ceux qui vont reprendre le sujet. Donc au niveau des modèles, donc il y a le modèle itératif agile, donc ces boucles-là d'itération régulières et rapides, les plus rapides possibles, pour arriver à livrer des incréments du produit final. Et puis, il y a aussi cette logique DevOps qui est une conséquence finalement de l'agilité, puisqu'à partir du moment où on dit qu'on est capable de sortir des éléments du produit rapidement, il faut être capable de les mettre à disposition des utilisateurs rapidement, et c'est là où DevOps intervient, en fournissant des solutions qui permettent de raccourcir drastiquement le temps entre la réalisation du produit et sa mise à disposition au niveau des utilisateurs, la mise en production en informatique typiquement. Donc si je résume, pour la démarche prédictive séquentielle en cascade, on enchaîne donc les phases d'expression de besoin qui permettent de définir le périmètre, puis la conception, puis les spécifications, puis la réalisation, puis les tests, et enfin la mise en service, ce qui permet de sortir donc un produit fonctionnel. Donc ça, c'est la démarche en cascade classique. Par rapport à la démarche agile, donc qui elle est itérative, donc, au cours de chacune des itérations, on va enchaîner finalement ces 6 activités-là. Donc on va les enchaîner le plus rapidement possible avant de passer à l'itération suivante. On est sur une démarche également qui est incrémentale, donc c'est au terme de chacune des itérations qu'on va avoir un produit fonctionnel, et puis donc à la deuxième itération, le produit sera encore un peu plus fonctionnel, à la troisième encore un peu plus fonctionnel, etc. Et puis elle est collaborative, puisqu'au départ de chacune des itérations, on va se reposer la question du périmètre, des besoins, pour pouvoir adapter justement ce qu'on va réaliser juste après par rapport aux nouvelles données qui nous arrivent du terrain, du client, aux évolutions du contexte, etc. Donc voilà la principale différence entre la démarche classique et l'approche agile. Alors du coup, comment choisir entre les deux ? Parce que la démarche classique, elle a toujours vocation à être utilisée, notamment à partir du moment où on ne peut pas revenir sur le périmètre. À partir du moment où le périmètre il est défini au départ et il ne doit pas bouger, et c'est ça qu'il faut livrer, du coup, on va plutôt faire varier les délais, le temps que ça va prendre et les moyens, le coût du projet. C'est ça qui va varier. Alors qu'en agile, on a un coût qui est fixe et un temps qui est fixe. Et dans ces contraintes-là, on verra ce qu'on arrive à sortir au niveau de la qualité du produit. Donc à partir du moment où on est dans un contexte où c'est plutôt stable et on a une bonne idée de la manière dont on va réaliser le projet, c'est une bonne idée de prendre une approche prédictive en cascade. Voilà.
Par contre, à partir du moment où on n'est pas sûr de la stabilité du besoin, de ce qu'il y a à faire et que sur la manière de le fournir, parce qu'on innove ou autre, on a besoin d'expérimenter, bah là, on va plutôt utiliser une approche agile. Et vous noterez que dans le monde dans lequel on évolue, plus ça va et moins c'est stable. Donc, du coup, plus ça va et plus on emploie l'approche agile. Si vous voulez en apprendre plus sur les démarches agiles, ou peut-être ce sera le thème d'un de nos prochains webinaires, vous pouvez faire des recherches autour de l'agile moderne, donc, qui est une déclinaison du manifeste agile avec les 4 valeurs là, que vous allez retrouver peu ou prou, mais adaptable à n'importe quel type de situation, là où l'agilité historiquement est plutôt orientée développement logiciel. Pour le développement logiciel, justement, ce qui fait référence aujourd'hui, en tout cas sur des projets de taille raisonnable, c'est Scrum, qui est donc un cadre de travail qui embarque un certain nombre de pratiques, de processus, de rôles et de responsabilités pour mener à bien des projets de développement logiciel. Et puis vous avez aussi le Software Craftsmanship, qui est un autre manifeste, qui lui a été réalisé directement par des développeurs et qui vient compléter le manifeste agile, avec une approche du développement autour de l'artisanat. Voilà. On prend cette activité comme une activité d'artisanat. Et enfin, pour ceux qui évoluent dans des grandes structures, des grosses organisations, dans des grands programmes, il y a des déclinaisons de l'agilité à travers différentes approches, à l'échelle, comme on dit. Donc vous avez SAFe, qui est massivement adopté par les grandes organisations et qui permet notamment de garder finalement le contrôle sur ce qui se réalise, l'organisation des équipes, etc. Donc au niveau de la communauté agile, c'est un référentiel qui est plutôt décrié parce que finalement c'est un peu une manière de faire comme avant, mais avec des nouveaux mots. Vous avez LESS, Large Scale Scrum. Vous avez DAD, Discipline Agile Delivery. Vous avez Nexus, qui est une extension de Scrum, mais à l'échelle. Et puis vous avez Scrum at Scale, SAS. Voilà. Sur Internet, vous pourrez trouver aussi des vidéos de Spotify qui décrit l'organisation qu'ils ont mis en place pour passer à l'échelle. Attention toutefois, alors c'est hyper intéressant, mais attention toutefois, déjà d'une part, par rapport au moment où ces vidéos ont été faites et aujourd'hui, bah, l'organisation de Spotify n'est plus la même, puisqu'ils évoluent continuellement. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est pas parce que ça a bien marché chez Spotify que ça va marcher partout. Mais pour autant, ça reste quand même des vidéos qui sont hyper intéressantes de voir comment est-ce que Spotify s'est construit et quelles sont les idées qu'ils ont eues, les expérimentations réussies qu'ils ont faites pour s'organiser au mieux. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment clair et pas trop rapide, mais il y avait pas mal de choses à dire. On va regarder maintenant s'il y a des questions ou si vous avez des questions à poser, allez-y, c'est le moment. Et en attendant, un petit mot pour dire que maintenant, vous avez en main ce qui fait le cœur de l'agilité, c'est-à-dire des valeurs, un état d'esprit et des principes, et qu'à partir de là, n'importe quelle idée qui rentre en adéquation avec ces valeurs et ces principes sont considérées comme des pratiques agiles et qu'il n'y a plus qu'à les essayer. Alors, est-ce que l'on a des questions? Allons-y. Quelle est la place pour la réflexion, prendre son temps et la prise de hauteur dans l'agilité? C'est-à-dire ne pas être dans un open space à être sous pression d'un sprint. Donc un sprint, c'est une itération. Hein, dans le petit schéma que je vous montrais avec les itérations successives, un sprint, c'est une itération. Avoir le contrôle sur ce que l'on souhaite faire et en être réellement satisfait, être créatif, donc accepter du déchet. Alors, les individus et leurs interactions, avant les processus et les outils, ça c'est la première chose, et l'adaptation au changement avant le suivi d'un plan, c'est la deuxième chose, deuxième valeur pour répondre à ça. Donc ça veut dire qu'il faut laisser le temps à l'équipe et c'est nécessaire de laisser le temps à l'équipe pour s'organiser, pour aller expérimenter un certain nombre d'options qui lui semblent intéressantes,
quitte à se tromper. Et donc le fameux déchet, il y a une culture d'entreprise à mettre en place pour justement accepter ça et ne pas le considérer comme du déchet, mais plutôt comme du temps investi à de l'apprentissage. Souvent, on apprend plus d'ailleurs quand on se trompe que quand on réussit. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Deuxième question, et ça peut, d'une manière pratique ou pratique, on peut très bien se dire que sur une semaine de travail, donc 5 jours pardon, on en consacre que 4 et demi à travailler sur le projet et on se laisse une demi-journée à une journée par semaine pour justement aller apprendre de nouvelles techniques, travailler aussi sur l'optimisation du produit sur ses couches basses. Donc, si on travaille dans le développement logiciel, on peut y consacrer une demi-journée par semaine à faire du refactoring, à écluser la dette technique, parce que parfois on a pris certains raccourcis pour aller plus vite et on sait que derrière, il va falloir refaire une partie du travail. Donc voilà. Ça peut être aussi aller voir ce qui se fait chez d'autres personnes, aller assister à des meet-ups, voire même des expositions, enfin tout ce qui permet d'ouvrir ses chakras entre guillemets. Doit-on systématiquement avoir une approche dichotomique entre waterfall et agilité? Les deux approches ne pourraient-elles pas être complémentaires? Cycle en V bien organisé, bien communiqué, en agilité, en mode task force. Alors, il y a pas mal de littérature sur Internet au sujet de ça, de ces approches-là. Il y en a qui appellent ça Water Scrum Fall. Moi, personnellement, je l'ai essayé pendant 2 ans, le fameux projet d'intégration ERP. Et non, ça marche pas. La plupart des règles que j'ai pu voir sur ceux qui ont expérimenté ce type d'approche mixte, c'est que ça marche pas. Parce qu'on peut pas. Les fondements de ces deux approches sont assez opposés. Et à partir du moment où on consacre trop de temps à planifier, faire des plans, documenter, etc., c'est au détriment de la productivité et de la capacité à livrer rapidement. Et donc, il y a forcément des sacrifices à faire d'un côté ou de l'autre. Et on se retrouve un peu pris en tenaille entre ces deux façons de voir les choses. Donc, moi, à titre personnel, je sais que ça marche pas. Et attention aussi à pas vouloir faire de l'agilité quand c'est pas opportun. Si vous travaillez sur un composant, quelque chose qui doit être stable parce que c'est réutilisé par plusieurs autres services, etc. N'allez pas faire de l'agilité avec des changements à tout bout de champ sur ce composant-là. Il est partagé, il y a des impacts pour d'autres, donc adoptez plutôt une approche classique qui va permettre d'identifier au plus tôt tous ces impacts-là et de planifier le changement à venir. De la même manière, si vous devez déployer un logiciel du marché, soit le logiciel, c'est l'éditeur qui le fait de manière agile et très bien pour lui, mais au niveau de l'intégration de ce produit-là, une implémentation agile me paraît pas forcément opportune. Autant faire un déploiement en cascade avec des pilotes, des lots, etc., pour vérifier si les paramétrages sont bons, mais l'approche agile pour le déploiement de logiciels n'est pas forcément recommandée non plus. Pour toi, le mode agile est-il possible dans un cadre de projet de migration d'OS, par exemple une migration de Windows 7 vers Windows 10 sur poste de travail, qui est plus porté sur une méthodologie dite classique? Le mode agile est-il plus praticable dans un environnement projet du type applicatif, à mon sens, et après avoir écouté ce très bon webinaire? Alors, effectivement, j'en reviens à ce que je disais là juste avant. Encore une fois, l'agilité n'est pas bonne à mettre de manière systématique. Il faut vérifier si on est dans un contexte qui est opportun pour ça. Et je ne suis pas convaincu qu'une migration d'OS de 7 à Windows 10 soit bien adaptée à l'application d'une approche agile, parce que ça voudrait dire qu'on livre Windows 10, mais pas complètement. Donc, là, je ne vois pas trop comment faire. Donc, encore une fois, on est plutôt sur une approche classique, cycle en V. Après, ce qu'on va plutôt faire, c'est découper les périmètres de livraison et faire des livraisons itératives. Après, par contre, sur la gestion du cycle de vie de Windows 10 lui-même, qu'est-ce qu'on met dans Windows 10? Quels sont les scripts qu'on va y adjoindre, quelles sont les fonctionnalités que ça va embarquer d'office lors des mises à jour, etc. Là, par contre, on peut avoir une approche agile sur le produit Windows 10 lui-même.
De toute façon, c'est l'approche qu'a Microsoft au niveau de son produit. Donc, quelque part, il y a une forme d'agilité à acquérir dans la prise en charge des nombreuses mises à jour et régulières mises à jour du produit. Il nous reste encore... non, on a déjà dépassé de 5 minutes. Je vais quand même aller jusqu'au bout des questions pour ceux qui restent. Merci de rester. Peut-on passer en cours de route d'un projet d'une méthode traditionnelle à la méthode agile? Quels sont les risques? Alors, j'ai jamais essayé. Je pense que c'est possible. À partir du moment où, et donc les risques, finalement, c'est qu'il n'y ait pas une bonne compréhension de ce qu'on veut faire et pourquoi est-ce qu'on fait ce shift-là. Donc, je pense qu'il faut réussir à déjà beaucoup échanger, communiquer sur pourquoi est-ce qu'on a du mal dans le système actuel et pourquoi est-ce qu'une approche agile serait plus pertinente. Ensuite, il y a du passage de connaissances autour de l'agilité à diffuser au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau de l'écosystème de l'équipe, pour que tout le monde soit ait conscience du changement, du virage qu'on est en train d'opérer. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas non plus faire un changement qui soit complètement bouleversant. Et là, peut-être qu'effectivement, une approche hybride, mais qui n'a pas vocation à perdurer, peut être une bonne idée. Dans ce cas précis, pour opérer une transition en cours de route sur un projet qui a été démarré de manière classique et qui aurait tout intérêt à devenir plus agile. Voilà, je vous remercie aussi pour tous vos compliments, pour votre attention. Et puis, on va voir avec Myriana pour vous envoyer un petit questionnaire à la suite de ce webinaire, savoir ce que vous en avez pensé, et puis vous proposer différents thèmes pour creuser le sujet en fonction des pratiques qui vous intéressent le plus. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.